Ce dernier chapitre donne rapidement quelques conseils à tous ceux auxquels il arrive de se positionner en médiateur. La médiation implique la connaissance de quelques méthodes et outils, mais c'est surtout une affaire de posture à adopter. Je l'ai baptisé la médiatitude. C'est une manière d'aborder les situations, les problèmes et les personnes de nature à faire émerger naturellement et dans la sérénité les solutions les meilleures pour tous ou à défaut les moins mauvaises. La médiatitude, c'est aussi l'art de gérer des injonctions contradictoires. Quelqu'un qui pratique la médiatitude est le contraire d'un binaire. Or, le français est binaire, il est de droite ou de gauche, et le centriste, chez nous, passe pour quelqu'un qui n'a pas d'idée. Un idéologue ou un militant ne sera jamais un médiateur objectif. Il faut savoir que la médiation n'est pas dans notre culture. La langue française prévoit d'arbitrer, mais le verbe médiater n'existe pas. On doit dire pratiquer la médiation. La prévention des conflits n'est pas prévue, puisque le Larousse ne connaît pas les situations conflictiogènes, génératrices de conflits. Nos écoles de management ignorent leur existence, pourtant fondamentale en management. Éviter les conflits, c'est mieux que les traiter. J'ai réussi à vendre de la médiation préventive, mais toujours en la camouflant sous un faux nom. La médiatitude est un don que possèdent ou non des enfants de 3 ans capables de réconcilier leurs parents ou de les faire se battre. Comme tous les dons, ça peut bien sûr se travailler. Mais un médiateur est quelqu'un qui, par sa seule présence, apaise les tensions et génère de la sérénité. C'est le contraire de ce qu'on appelle le semeur de zizanie. Ce serait plutôt un faiseur de soleil. Pour terminer, je vous livre la réalité de ce que vit un médiateur professionnel dans les conflits d'entreprise. Mais c'est valable dans n'importe quel contexte. Il y a de fait une grande variété de postures à adopter en fonction de l'évolution de la médiation et du comportement des belligérants. En tout premier, la ruse. Pour vendre la médiation, il faut d'abord la ruse pour prendre la commande. Dans un pays qui n'est pas familiarisé avec la médiation, le plus difficile n'est pas de la pratiquer, mais de la vendre. En toute première approche, on peut parler finance au patron et qualité de vie au travail au DRH. Bref, des trucs qu'ils connaissent. La médiation, c'est un truc qui fait peur, car elle met en évidence la part du chef dans un conflit. L'avocat, lui, n'hésite pas à rassurer le chef sur le fait que tous les torts sont du côté du salarié. Tout chef qui, souvent inconsciemment, divise pour régner, n'a pas intérêt à recourir à un médiateur. Et comme ils sont nombreux, eh bien, il convient de ruser. Alors c'est vrai aussi pour les conflits privés. Il faut, avant même de commencer, pratiquer beaucoup de pédagogie. Avant de commencer l'autodiagnostic accompagné, il convient de prendre le temps d'enseigner l'art de négocier. Ça permettra ensuite de rappeler les règles chaque fois que l'un des belligérants tombera dans les pièges habituels des négociations qui n'en sont pas, voir chapitre 2. Tout conflit est lié à un manque de savoir-vivre en société, science qui est parfois enseignée en maternelle, mais totalement négligée dans nos grandes écoles de management. Vient ensuite la bienveillance. Au premier entretien, il convient de faire semblant de croire que chacun est victime d'un méchant. Il existe en effet 50 façons de raconter la même histoire, sans vraiment mentir. Donc on écoute gentiment chaque version, en se réservant de trier plus tard. Si on dénonce trop tôt la mauvaise foi, on perd la confiance de l'intéressé. Bon, la bienveillance, c'est pas la compassion, hein. Et même si à ce stade il faut être un peu faux cul, rien n'oblige quand même à pleurer avec la victime. C'est encore une fois une affaire de dosage. En 4, le recadrage. Ça, c'est votre version. Et à votre avis, l'autre, il m'a raconté quoi? Pour recadrer, il suffit ensuite de faire remarquer toujours gentiment les incompatibilités entre les deux versions. À eux de vous expliquer pourquoi. Vient un moment où il faut décoder. Vu que chacun s'exprime à partir de sa posture, il convient de décoder en tenant compte du cadre de référence de chacun et en mesurant entre autres les indices de négociabilité. L'attachement aux idées n'est pas le même selon qu'on exprime un point de vue, une opinion, une idée, une certitude, une conviction, une croyance ou même un fanatisme. Voir ou revoir les chapitres précédents. Le rappel à l'ordre. Comprenons-nous bien, si vous ne changez pas la représentation que vous vous faites de l'autre et de la situation, eh bien ça va se terminer comme d'habitude, hein, au prud'homme. Il est souvent nécessaire de procéder à un vrai rappel à l'ordre. Si vous restez buté comme des ânes, eh bien on en reste là, hein. Je vous envoie ma facture au temps passé, puis vous surtout vous ne changez rien. Si la situation vous plaît, moi je ne peux rien pour vous. Le découragement.
Il est astucieux parfois d'adopter la posture du découragé. C'est trop compliqué votre truc, hein. Moi je vois pas de solution, hein. Quand ils estiment avoir eu la peau du médiateur, les belligérants le consolent et le rassurent. Même s'ils ne sont pas encore prêts, ils ont compris que le médiateur pourrait être utile. Et c'est à ce moment-là que moi j'avoue ma nullité. Bon, c'est du théâtre, hein, mais la vie n'est que du théâtre. Essayez, ça marche. L'agacement. Il arrive toujours un moment où les belligérants commencent à me pomper l'air, et je n'hésite pas à leur faire comprendre que j'ai d'autres clients qui m'attendent, hein. Bon, alors vous décidez quoi? L'accord, c'est votre bébé, hein. Moi, ça m'est égal, mais on va pas y passer la nuit, hein. La perplexité. Ça va être compliqué votre affaire, hein, surtout que vous êtes butés comme des ânes, hein. Vous auriez dû m'appeler plus tôt. Quand il apparaît à tous qu'il n'y aura pas de solution, on passe par la phase de cohérence. Et il faut savoir que c'est bon signe. Il est enfin fini le temps des faucons et des yakas. Tout le monde n'est pas encore prêt à négocier, mais tout le monde a compris qu'il n'aura pas d'autre choix. La patience. Combien de temps faut-il laisser mijoter à feu doux? Pour voir le bout du tunnel, il faut d'abord le traverser. Mon record, c'est de 8 mois, avant que soit signé l'accord auquel on était parvenu verbalement 8 mois plus tôt. L'injonction. De deux choses l'une. Ou on signe, ou on va au prud'homme, c'est comme vous voulez, hein, c'est vous qui voyez. Arrive le moment où il faut mettre les belligérants devant leurs responsabilités, et le médiateur doit se montrer directif s'il veut conclure. L'éthique. Quand les deux sont d'accord, la médiation est terminée, sauf si le plus fort a profité de la situation de faiblesse de l'autre, prêt à signer n'importe quoi pour en finir. En laissant les personnes impliquées trouver leur solution, il arrive rarement que se pose une question d'éthique. L'employeur, par exemple, bien conseillé par son avocat, a profité de la déprime de l'autre. Dans ce cas, il faut prendre le plus fort et lui expliquer qu'avec un tel accord, il détériore son image auprès des autres salariés qu'il va démotiver. Le médiateur préconise un retour autour de la table. La béatitude. Eh bien voilà, on y est. C'était pas compliqué. Fallait juste s'expliquer. Et là, c'est le grand bonheur. Tout le monde est détendu. Le médiateur a fait le job. L'arrosage fait partie de la méthode. Un bon accord, ça se fête. Tout ça n'exclut pas la vigilance. Bon, je vous laisse, mais attention, je repasse dans 3 mois. Un accord doit toujours être acté pour être pérenne. Voilà, cette webconférence est terminée. Même si apprendre à vivre en harmonie avec les autres est un long apprentissage qui n'est jamais terminé. Petit rappel, ce topo comporte 4 chapitres. Et je termine par une page de publicité. Les conférences en live, c'est quand même mieux que par Internet.